la superstar de l'école. Ça va, Bobby. Une partie de baseball à la... Non, j'ai dit une partie de baseball. Écoutez tous la petite fiotte. Viens te battre, poule mouillée. Allez, viens. Viens te battre, pauvre p... Alors, user de violence sur moi me semble peu nécessaire et... C'est vrai, t'as gagné. T'es fort, t'as gagné. Tu devrais plutôt me traiter de sale petite fiotte de ta mère. Le film commence dans un motel tranquille, situé au bord d'une route quelque part dans le Midwest américain. Deux hommes sortent d'une des chambres du motel. Leland Jones a largement dépassé la cinquantaine, il a la peau dure et est impénétrable. William Orser, en revanche, a une vingtaine d'années, il est nerveux et impatient. Il ne se parle presque pas jusqu'à ce que Leland dise qu'il va régler la note au motel et se dirige vers la réception. William fait ce qu'on lui demande, conduit lentement la voiture jusqu'à l'entrée du bureau et attend que Leland réapparaisse enfin. Lorsqu'on lui demande pourquoi il a mis si longtemps, Leland répond qu'il y a eu un problème avec le directeur, mais que tout est réglé. Se préparant pour un long voyage, Leland remarque qu'ils n'ont plus d'eau et ordonne au jeune homme d'aller remplir leur bidon dans le bureau. William entre dans le bâtiment et passe derrière le comptoir, découvrant une scène sanglante. Le gérant est affalé sur sa chaise, mort, et la femme de ménage gît sur le sol. William semble indifférent. Il prend une canette de bière et remplit la cruche d'eau lorsqu'il remarque une jeune fille qui entre. Elle semble à juste titre effrayée, mais William essaie de la calmer d'une voix apaisante tout en s'accroupissant. La scène passe à une autre petite fille qui hurle dans son lit. La fillette, Sarah, est immédiatement calmée par son père, Tom Stahl. Peu après, le frère aîné de Sarah, Jack, et leur mère, Eddie, se joignent à eux pour réconforter leur cadette. Sarah dit qu'elle a rêvé de monstres dans sa chambre, mais Tom lui assure que les monstres n'existent pas. Les Stahl semblent être une famille heureuse, typique vivant dans une petite ville du Midwest appelée Millbrook. Eddie est avocate et ce matin-là, Tom lui demande de le déposer au travail car son camion est en panne. Malgré leur long mariage, le couple montre toujours qu'ils s'aiment. Tom tient un restaurant dans leur petite ville où tout le monde semble se connaître. Il est sympathique et aimable, discutant avec ses collègues avant l'ouverture du restaurant. Et moi, on parlait des filles avec qui on était sortis. Une fois, il en a rencontré une qui lui avait tapé dessus pendant plusieurs nuits. Une fois, je me suis réveillé avec une fourchette dans l'épaule gauche. Elle était assise et elle chialait en disant « Mon chéri, je t'adore, je te jure ». Tu l'as jeté, j'espère, hein? Non, je l'ai épousée. Pendant ce temps, en cours de sport, Jack joue au baseball avec les autres élèves. Il parvient à marquer un point pour son équipe juste avant la fin du match, ce qui lui vaut les félicitations de ses camarades. Cependant, le batteur qui a perdu la balle au profit de Jack est Bobby Singer, le tyran de l'école. Dans les vestiaires, Bobby confronte Jack, qui utilise l'humour et l'autodérision pour tenter de faire reculer le tyran. La superstar de l'école. Ça va, Bobby. Une partie de baseball à la... Non, j'ai dit une partie de baseball. Écoutez tous la petite fiotte. Viens te battre, poule mouillée. Allez, viens. Viens te battre, pauvre p... Alors, user de violence sur moi me semble peu nécessaire et... C'est vrai, t'as gagné. T'es fort, t'as gagné. Tu devrais plutôt me traiter de sale petite fiotte de ta mère. Heureusement, la ruse fonctionne et Jack est laissé tranquille pour l'instant. Plus tard dans la soirée, Eddie vient chercher son mari au restaurant. Sur le chemin du retour, elle lui annonce qu'ils vont passer une soirée en amoureux puisque leurs enfants ne sont pas à la maison. Tom attend nerveusement qu'Eddie se prépare pour leur nuit torride dans la salle de bain. Elle le surprend en enfilant son uniforme de pom-pom girl du lycée. Pendant ce temps, Jack traîne avec sa petite amie dans les rues de Millbrook. S'ennuyant et cherchant des ennuis, Bobby et son ami sont en voiture lorsqu'ils aperçoivent Jack. Bobby fait demi-tour, impatient de faire une scène. Il manque de heurter une camionnette. Bobby fait un doigt d'honneur au conducteur pour l'insulter jusqu'à ce qu'il aperçoive les deux hommes à l'intérieur. Leland et William le fixent d'un regard froid et prédateur. En un instant, la bravade de Bobby s'évapore. Le pick-up passe en grondant et William marmonne qu'il en a marre des petites villes comme Millbrook. Et on n'a plus un rond. Eh ben, on peut arranger ça. De retour au restaurant, l'heure de fermeture approche. Deux clients tardifs finissent leur repas tandis que Tom essuie le comptoir, prêt à fermer. La cloche au-dessus de la porte sonne lorsque Leland et William entrent. Ils s'assoient au comptoir et commandent un café. Tom s'excuse et leur dit qu'il ferme pour la nuit. Leland hausse le ton et exige quand même du café. Tom n'aime pas les confrontations, surtout dans son restaurant. Alors il fait signe à l'un de ses employés derrière le comptoir de servir le café. Il dit à la jeune serveuse qui termine son service de rentrer chez elle pendant qu'il reste pour servir les deux hommes. Lorsque la serveuse tente de s'enfuir, William l'attrape par le bras, la force à s'asseoir sur une chaise et lui ordonne de ne pas bouger avec un sourire malveillant. Tom suppose qu'ils sont là pour le voler. Il leur dit qu'il leur remettra l'argent de la caisse s'ils partent. Leland répond en sortant un pistolet et en disant à Tom qu'il sait déjà que l'argent lui appartient. On a très peu d'argent en caisse ici.
Vous n'avez qu'à prendre tout ce qu'il y a et partir. C'est ce qu'on va faire, gros con. Il ordonne à William de tirer sur la serveuse pour montrer clairement qu'il ne s'agit pas d'un bluff. Ce ne sont pas des voleurs qui se contentent de s'enfuir. Ce sont des hommes de main qui ont l'intention de tuer tous les témoins de leur crime, comme ils l'ont fait plus tôt au motel. Tom a une fraction de seconde pour prendre une décision. Il peut obéir et regarder tout le monde mourir, ou il peut agir. L'agression de la serveuse par William distrait les Landres. Pendant un long moment, personne ne bouge. Tom, l'homme aimable et humble, se tient maintenant debout devant deux corps, le sang imprégnant ses chaussures, respirant fort et régulièrement. Tom regarde les informations qui relatent le crime pendant que les médecins soignent son pied poignardé. Eddie accourt pour le serrer dans ses bras, inquiète pour l'état de son mari, mais il la rassure en lui disant qu'il va bien. À l'extérieur de l'hôpital, les habitants se rassemblent pour lui souhaiter bonne chance et le remercier. Les Stahl rentrent chez eux, où un journaliste les attend pour les interviewer. Tom répond qu'il n'est pas un héros, mais simplement un homme qui a fait ce que n'importe qui aurait fait. Tom se montre cordial, mais exprime son souhait de préserver son intimité après cette épreuve. Le journaliste comprend et quitte sa résidence. Mais lorsque Eddie regarde par la fenêtre, elle aperçoit une autre voiture garée devant leur maison. Il pense qu'il s'agit d'autres journalistes, mais quelque chose leur semble plus sinistre. Lorsque Tom retourne au restaurant, l'endroit est bondé de gens venus soutenir avec enthousiasme l'entreprise du héros local. Même Eddie saute derrière le comptoir pour aider, car il y a tellement de monde. Au milieu de cette effervescence, 3 hommes vêtus de manière suspecte entrent. Ils ne sont clairement pas du coin, avec leurs costumes et leurs lunettes de soleil qui sentent les ennuis à plein nez. Leur chef, Carl Fogarty, commande un café, puis appelle Tom par un autre nom, Joey Cusack. Tom reste impassible et lui dit qu'il se trompe de personne. Le chef enlève ses lunettes. Son visage est marqué de vieilles cicatrices et l'un de ses yeux a clairement été blessé il y a de nombreuses années. Et maintenant, dit-il, comme s'il allumait une lumière. Tom continue de nier. Oui, donne-moi un café. Noir pour moi. Joey. Je m'appelle Tom, monsieur. Eh oui, bien sûr. Pardon, monsieur, on s'est déjà vu? S'il te plaît, Joey, arrête ton cinéma. Je m'appelle Tom. Troublé par l'insistance et la présence des hommes, Eddie dit qu'elle appellera la police s'ils ne partent pas. Carl sourit et finit par sortir avec ces 2 hommes. Une fois qu'ils sont partis, Eddie appelle le shérif Sam Carney pour lui signaler l'incident. Il arrête la voiture de luxe des hommes pour vérifier leurs plaques d'immatriculation et leurs papiers d'identité. Carl dit qu'ils ne sont que des touristes. Et bien qu'il ne croit pas à ce mensonge peu convaincant, Sam les laisse partir mais les avertit de ne pas revenir et de ne pas chercher des noix au Stahl. Je veux plus vous voir traîner dans le coin. Vous faites du bon boulot, shérif. Continuez. Ce soir-là, Sam frappe à la porte des Stahl. Il a l'air sombre. Il dit à Tom et Eddie que les 3 hommes sont liés au crime organisé à Philadelphie. Sam a essayé de trouver des informations sur un certain Joey Cusack à Philadelphie, mais il n'a rien trouvé. Cependant, il y a bien un Richie Cusack, un parrain de la mafia irlandaise américaine. Sam pense que Carl et Richie pourraient être liés d'une manière ou d'une autre. Il demande alors directement à Tom s'il les connaît, s'il a déjà utilisé un autre nom, ou s'il fait actuellement partie d'un programme de protection des témoins. Tom insiste sur le fait qu'il ne les connaît pas, ni Joey Cusack. Il répète que ces hommes ont dû le voir aux informations et l'ont confondu avec quelqu'un d'autre. Malheureusement, les gangsters n'en ont pas fini avec Tom. Le lendemain matin, Tom se rend au travail en boitant toujours. Avant même l'ouverture du restaurant, il remarque la voiture noire utilisée par Carl qui s'arrête devant l'établissement. Lorsque Tom sort pour les affronter, la voiture s'éloigne en direction de sa maison. Tom court en boitant, tout en appelant Eddie, qui est encore endormie. Lorsqu'elle répond, Tom lui dit frénétiquement de préparer le fusil, lui indiquant que les gangsters sont en route. Elle panique et essaie de faire ce qu'il lui dit, mais elle a du mal car le fusil est rangé, car ils n'en ont jamais eu besoin. Elle descend et pointe le fusil vers la porte, manquant de tirer sur Tom lorsqu'il fait irruption. Après s'être assuré que les hommes ne viennent pas, il pousse un petit soupir de soulagement. Tom dit qu'il se sent paranoïaque, mais Eddie valide ses craintes. Même Jack, qui était encore en train de prendre son petit déjeuner, est choqué et confus. Il essaie de manipuler le fusil, mais Tom le lui enlève, disant que c'est dangereux. En descendant, Sarah rappelle à Eddie leur projet d'acheter des chaussures aujourd'hui. Les 2 femmes se rendent donc au centre commercial local. Juste après qu'Eddie ait garé sa voiture et se soit dirigé à l'intérieur, la voiture des gangsters se gare juste à côté d'eux. À l'intérieur, Eddie essaie une paire de chaussures lorsqu'elle remarque que Sarah a disparu. Elle panique et sort du magasin pieds nus, appelant sa fille. C'est alors qu'elle remarque Carl assis à l'intérieur du centre commercial, montrant Sarah du doigt pour lui faire comprendre qu'elle s'était simplement éloignée pour regarder des jouets exposés.
déposée. Après s'être précipité pour prendre sa fille dans ses bras, Eddie avertit Carl qu'elle obtiendra une ordonnance restrictive et le fera arrêter s'il s'approche à nouveau de sa famille. Cependant, Carl suggère doucement à Eddie de s'interroger sur la véritable identité de son mari. Alors parlez donc à ce cher Tom de son grand frère Richie. Et surtout demandez-lui comment il fait pour être si doué pour tuer son prochain. Vous avez une adorable petite fille. N'oubliez pas vos chaussures! À l'école, Jack est à nouveau victime d'intimidation et de moqueries de la part de Bobby dans le couloir. Alors, ton père se la pète héros du coin? Fais-moi rire, la pédale à maman. Allez, viens, Jack, on s'en va. Bobby, lâche-le un peu. Ta gueule, le boudin. Viens, on s'en va. Viens, je te dis, laisse tomber. C'est dommage, parce que ton paternel aurait vraiment les boules. Sous la pression, Jack s'en prend à lui, choquant tout le monde, y compris sa petite amie, en tabassant le sportif et son larbin. Les deux garçons gisent ensanglantés sur le sol et Tom doit aller chercher son fils à l'école. À la maison, il dit avec colère à Jack que la violence n'est pas la solution. Jack lui rétorque que Tom tue des gens pour résoudre ses problèmes, ce qui lui vaut une gifle violente. Le garçon le regarde avec un mélange de haine et de douleur et quitte la maison en claquant la porte, malgré les excuses de son père. Le soir tombe. Et Eddie rentre à la maison après avoir déposé une ordonnance restrictive contre Carl et ses hommes. Soudain, la berline noire de Carl s'arrête devant la maison des Stahl, et Carl et ses hommes en sortent. Ils appellent Tom pour qu'il sorte. Tom ouvre la porte, un fusil à la main, et leur dit de partir. Carl veut que Tom l'accompagne à Philadelphie, sinon, la porte arrière s'ouvre et l'un des hommes sort en serrant Jack dans un étranglement. Eddie panique et Tom lui dit de rentrer à l'intérieur, la rassurant en lui disant qu'il protégera leur fils. Tom pose le fusil de chasse pour qu'il libère Jack, qui se précipite vers la maison. Depuis une fenêtre à l'étage, Eddie regarde un voyou appuyer un pistolet sur la tête de Tom. En un éclair, Tom semble changer complètement. Carl réagit rapidement et tire sur Tom, la balle lui déchirant l'épaule et le renversant. Carl s'approche, pointe son arme sur le visage de Tom et lui demande s'il a quelque chose à dire avant de mourir. Tu as quelque chose à dire avant que je t'explose la cervelle, espèce de misérable mec? J'aurais dû te refroidir à Philadelphie. Soudain, Carl est abattu par derrière. C'est Jack qui a tiré avec le fusil abandonné, pâle et tremblant. Tom se redresse, prend doucement le fusil des mains de son fils et serre le garçon dans ses bras avec force. À l'hôpital, Eddie est assise à côté de Tom, sous le choc, effrayée et en colère. Elle demande à connaître la vérité sur l'identité de Tom. Après un long silence, Tom finit par révéler ce qu'il avait gardé secret. Il était bien Joey Cusack, le jeune frère de Richie, qui faisait également partie de la mafia. Il y a des années, il s'était opposé à Carl et Richie, et au lieu de mourir, il s'était enfui. Il a tué son identité, enterré son passé et s'est construit une nouvelle vie sous le nom de Tom Stahl. Il dit que c'est ce qu'il est maintenant, qu'il a laissé Joey derrière lui. Eddie est naturellement bouleversé, ayant l'impression que toute leur relation et leur famille ont été construites sur un mensonge. Après avoir quitté l'hôpital, Tom rentre seul chez lui. Il aperçoit Jack sur le porche, qui commence également à remettre en question son identité, le traitant de mafieux. Jack demande à Tom s'il lui fera du mal s'il raconte toute l'histoire au shérif, et il s'en va lorsque son père ne répond pas. Ce soir-là, le shérif Sam revient. Il pose quelques questions supplémentaires sur la fusillade. Il trouve étrange qu'un mafieux comme Carl se donne autant de mal, à moins d'être sûr que Tom est Joey. Tom est sur le point de tout lui raconter lorsque Eddie s'interpose entre eux et dit que cela suffit. Elle dit à Sam que la famille a déjà assez souffert et qu'ils ont besoin d'espace. Se sentant mal pour Eddie qui se met à pleurer, Sam acquiesce et les laisse seuls. À peine la porte est-elle fermée qu'Eddie se retourne contre Tom, les larmes n'étaient qu'une comédie. Il essaie de l'empêcher de partir en tirant sur sa jambe. Dans le feu de l'action, la dispute se transforme en une étreinte désordonnée et désespérée. Malgré leur dispute passionnée plus tôt, Eddie est toujours profondément en colère contre Tom, qui dort donc sur le canapé. Au milieu de la nuit, le téléphone sonne. Lorsque Tom répond, son frère, Richie Cusack, le salue comme si de rien n'était. Il veut que Tom lui rende visite à Philadelphie, sinon il viendra lui-même dans la petite ville. Tom sait qu'il s'agit d'une menace contre sa famille. Alors à l'aube, il prend sa voiture et se dirige vers l'est. Après plusieurs heures de route, il arrive à Philadelphie et entre dans un bar miteux où il rencontre l'un des hommes de Richie. Le jeune homme le conduit dans sa voiture et s'arrête devant une grande maison cossue. À l'intérieur, le jeune homme dit qu'il doit fouiller Tom pour vérifier qu'il n'est pas armé. Tom répond qu'il n'est pas armé, mais comme le jeune homme insiste, il se laisse faire. Richie descend alors pour accueillir Tom. Il serre Tom dans ses bras comme un frère, lui donne même un baiser familial et le conduit dans un bureau. Richie commence par parler de l'Indiana, du restaurant, des enfants.
Puis, la conversation s'oriente vers Tom, ou plutôt vers le passé de Joey. La disparition de Joey lui a coûté cher, dit-il. Se mettre à dos un membre important d'un autre gang provoque beaucoup de troubles dans le milieu criminel de Philadelphie. Les gens ont remis en question le contrôle de Richie, le respect des gens s'est effrité, et Richie a dû dépenser de l'argent pour conserver son pouvoir. Ça m'a coûté une fortune, Joey. Tes conneries ont coûté cher. Tom demande ce qu'il peut faire pour réparer cela, et Richie répond que la seule solution est que Joey meure. Derrière lui, l'un des hommes de Richie utilise un fil métallique pour l'étrangler. Richie ouvre un tiroir et commence à tirer, en vain. Un autre garde du corps entre dans la pièce pour inspecter les dégâts, mais Richie lui dit de partir et de poursuivre Tom à la place. Avant de partir à la recherche de son frère, Richie tue son subordonné blessé pour avoir échoué dans sa mission. En quelques instants, la maison est silencieuse, à l'exception de la respiration de Tom. Richie, supposant que Tom s'est enfui par l'avant, sort avec son arme. Nom de Dieu, Joey. Mettant enfin fin à ses derniers liens avec l'identité de Joey Cusack. Nom de Dieu, Richie. L'aube se lève alors que Tom marche vers le lac. Il jette son arme, ouvre ses vêtements ensanglantés et plonge dans l'eau pour laver le sang et les vestiges de son passé. Le trajet de retour vers l'Indiana semble interminable. Lorsque Tom tourne dans sa rue, la maison est baignée de lumière. À l'intérieur, Eddie est assise à la table à manger avec Jack et Sarah, se préparant silencieusement à dîner. Au début, personne ne parle. Jack regarde son père, puis lui glisse discrètement une assiette. Eddie croise le regard de Tom, et dans ses yeux se lit tout. La colère qui n'a pas disparu, le soulagement qu'il soit rentré vivant, l'amour qui n'a pas disparu et l'espoir prudent que l'homme qui est revenu à cette table est celui qui continue de les choisir.